qu'est-ce qu'ils disent les anciennes, les écrivaines, les rishis, les savantes en Ayurveda? Ils disent des tels régimes et boissons dont la couleur, l'odeur, le goût et le toucher plaisent aux sens et favorisent la santé. S'ils sont pris conformément aux règles, représentent la vie même des êtres vivants. Donc je relis. Des tels régimes et boissons dont la couleur, l'odeur, le goût et le toucher plaisent aux sens et favorisent la santé, s'ils sont pris conformément aux règles, représentent la vie même des êtres vivants. Donc d'abord, il y a une notion de l'importance de l'alimentation en Ayurveda. Nous estimerons que l'alimentation, c'est le premier pilier de 3 piliers pour la santé. Le second pilier, c'est le sommeil. Et le troisième pilier, c'est d'être en activité, notamment aussi la procréation. Et ça, c'est raisonnable. Si tu veux que l'espèce dure dans le temps, il faut se procréer. Et donc, on est soit dans la créativité ou la procréativité. Donc, l'homme, il produit, il génère. Donc, je mange, je reçois, je dors, j'intègre, je digère, j'assimile. Et demain, je vis, je bouge, je dégage, je donne. Si pour vous, la nutrition, c'est plutôt juste un acte de remplir le réservoir du carburant, vous êtes peut-être en train de manquer quelque chose au niveau de votre, de votre santé, parce que le sens du mot ahara, ça veut dire plus que simplement manger. Même si le contexte et dans l'étymologie de ce sens du mot ahara, ça veut dire nourriture, mais dans le sens plus large, ahara, ça veut dire je me nourris par mes 5 sens. Je me nourris. Et donc, qu'est-ce qui te nourrit? Et surtout, c'est quelle attitude, quelle approche, quelle posture que je vais adopter pour être nourri. Est-ce que je vais être dans un état d'ouverture ou fermeture? Plutôt ouverture. Donc, pour recevoir tout ce qui est bon dans la vie, tout ce qui me nourrit, tout ce qui aide à construire mes tissus et mes forces, et tout ce qui m'aide à enlever et réduire et éliminer les choses qu'il faut éliminer pour me renouveler. C'est yin et yang, c'est un cercle, un cycle. Pour que je sois nourri, il faut que je sois ouverte. Et ça veut dire aussi conscient, curieux, sensible, qui a une envie, un désir et un plaisir surtout. Un plaisir d'être dans ce monde et de baigner dans ces 5 sens, via ces 5 sens, de baigner dans ce monde de l'énergie, de qualité. Donc il y a une leçon cachée derrière cette leçon. Et la première idée qu'il partage, c'est le fait que la nourriture fait plaisir. Sukha. La nourriture fait plaisir, manger fait plaisir. Et c'est pas seulement quelque chose que tu ressentes sur la langue, dans la bouche, c'est quelque chose qui est multisensoriel. Donc, si vous avez coché ou chiffré moins de 8 pour le fait que la nourriture c'est un acte de plaisir, vous risquerez d'être en fait mal nourri. Parce que le plaisir, c'est aussi un signe
du bon processus d'être vivant et de recevoir de l'énergie sur diverses formes, produit dans la conscience la sensation de la plaisir. C'est quelque chose qui est surtout physique, physiologique pour l'alimentation, mais pour tout ce qui est nourriture plus subtile, ça vient une autre forme de plaisir, plus subtile, plus psychique. Donc, on aimerait savoir, vous êtes où avec ça? Si vous êtes suivi par quelqu'un en Ayurveda, c'est un de ses premiers rôles, c'est d'évaluer votre attitude, votre relation, votre philosophie vis-à-vis de la nourriture. Si la nourriture est un sujet de souciance ou de non-plaisir, ou que pour vous c'est bof, quoi, mais ça m'est égal, je ne suis pas. Ça, c'est une indication pour nous que vous êtes mal nourri, potentiellement. Et ça veut dire potentiellement triste, quelque part, qu'il y a un manque de joie, un manque de satisfaction, peut-être stressé. Et c'est souvent une indication qu'il y a des choses qui ne vont pas plus loin dans le processus. Un organisme se nourrit pour lui maintenir. Et donc, si on n'est pas dans le plaisir, peut-être la nutrition n'est pas assurée. C'est ce qu'ils disent. La deuxième idée, c'est que la nourriture, même si ça fait plaisir, ça favorise la santé. Ils disent bla 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 et favorise la santé. Ils ne disent pas si ça fait plaisir, ça favorise la santé. Il faut que ça fait plaisir et il faut qu'il est sain. En adéquation par rapport aux besoins de l'homme. Vous avez peut-être remarqué que les animaux mangent peu de choses et surtout ils mangent très peu, très simple. Et puis ils mangent simple et puis ils ne combinent pas des aliments, tu vois. Et regardons-nous. On mange de tout, presque. Et on mange des trucs compliqués, sophistiqués. Et on est partout. Et on est nombreux maintenant. Et on va même sur la Lune. Et bientôt Mars. Et donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Peut-être. C'est une remarque. On va essayer de répondre à la question, c'est quoi une alimentation adaptée à l'homme ce soir? Mais sachant que cet aspect de la science de la nutrition, de l'alimentation, est hyper compliqué à faire de façon optimale. La science aujourd'hui est très puissante, mais il est très très impuissant à évaluer la question de l'adéquation de nourriture par rapport aux besoins de l'homme. Parce que des études scientifiques, on ne peut pas faire sur la longue durée en comparant tous les ingrédients, etc. En gros, il faut accepter que on ne va jamais savoir complètement la réponse à la question. C'est quoi une nourriture parfaitement adéquate pour l'homme? Ayurveda a une approche qui est très, très clinique, très empirique. C'est-à-dire, nous estimerons qu'on peut observer différents signes et indications, différents symptômes. Est-ce que vous êtes d'abord, est-ce que la digestion, la première champ de rencontre entre la nourriture, les boissons et la transformation de cette nourriture en soi, dans sa nature, ses tissus, ses cellules. Donc on a quand même une approche, mais c'est vrai que la science de la nutrition, il est très compliqué. Vous avez peut-être croisé aujourd'hui plein d'idées par rapport à c'est quoi la meilleure nourriture pour l'homme. En gros, c'est presque un cauchemar. Si vous vous intéressez vraiment, vous avez tellement de régimes, de fads, d'approches. Okay, une des plus recherchées, c'est comment perdre du poids. Voilà. Un autre, c'est les maladies digestives.
Et maintenant, on commence à comprendre que presque toutes les maladies de longue durée ou maladies chroniques ou les maladies des cultures d'affluence sont liées à un échec digestif, une indigestion chronique, un terrain de déséquilibre au niveau de la digestion, les flores, la microbiote, l'influence sur la santé commence à être de plus en plus accepté dans la médecine aujourd'hui. Et c'était exactement ce que l'Ayurveda enseigne, que la santé est construite par une digestion saine. Donc on peut répondre à ces questions et on peut aussi répondre à la question après avoir vérifié que ce que je mange fait plaisir et que la nourriture de base est saine et adaptée à mes besoins et les besoins de l'homme. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre en considération, tu vois? Vous avez peut-être entendu l'idée que je suis ce que je mange. Et vous avez peut-être entendu l'élaboration de celui-là. Je suis ce que je suis, je deviens ce que je digère. Donc Simon peut faire une cuisine en adéquation des besoins. Difficilement, parce que vous êtes tous différents, vous venez tous d'une coin différente, vous avez tous votre alimentation chez vous différente, relativement. Mais on peut quand même essayer de faire quelque chose relativement adéquat par rapport à vos besoins, les besoins du groupe d'hommes et femmes. Mais il y a quelque chose qui dépend de vous et votre approche. Comment tu manges? Quelle quantité tu manges? Combien de fois par jour? Est-ce que vous allez manger assis ou debout? Est-ce que vous allez manger dans un tel ordre les ingrédients dans votre assiette? Est-ce que vous allez boire ou non pendant que tu manges? Donc on va nommer tout ça Samyoga. La combinaison de plusieurs, le union et la combinaison de plusieurs aspects pratiques, la technique. Ça représente aussi la préparation de la nourriture. Donc Simon aussi, il intervient. Il y a des méthodes de préparation. On peut dire que le lait de vache, il est semi-adéquat. Par contre, avec une transformation de telle façon, elle devient encore un peu plus adéquate. Ok. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point-là? Très bien. Ok, donc on va d'abord regarder la question de l'adéquation. Et on est ici. Donc on a un nombre de concepts ou de champs. Premièrement, votre génétique, votre patrimoine génétique. Aussi, la question de la saison. Je mange quoi dans quelle saison? Je mange quoi par rapport à mon génétique? Je mange quoi par rapport aux saisons? Je mange quoi par rapport à la qualité de cette nourriture? Est-ce qu'il est pollué ou non? Sain ou non, d'un point de vue est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est pourri? Est-ce qu'il était trop raffiné? Est-ce qu'il était ultra raffiné? Est-ce qu'il contient des chimies, etc. Est-ce qu'il vient d'où? Il vient de mon pays, de mon coin, de mon région ou non? Quelle est la température de la nourriture que je consomme? Est-ce que je suis un enfant, un bébé, un enfant, un adulte, une vieux adulte? Quelle est mon activité? Est-ce que j'ai une activité davantage psychique, cérébrale, physique? Et quelle est mon constitution? La configuration de mes trois doshas. Donc, c'est quoi ma nature, constitution au niveau 3 doshas? Et quel est l'état de mes trois doshas aujourd'hui comme principe biologique? Et ici, c'est une idée, un clin d'œil vers le fait que il y a aussi des contraintes au niveau de vos croyances, de votre idéologie. Donc vous êtes peut-être vegan pour des raisons quelconques, vous êtes peut-être musulman, vous êtes peut-être anglais. Et là, selon votre
croyances, etc. Ça peut aussi être des facteurs qui font qu'un aliment n'est pas en adéquation par rapport à vos besoins. Donc je le mets ça un peu pour tricher un peu, pour stimuler. Voilà, parce que peut-être biologiquement, on peut dire que vos ADN s'en foutent si vous croyez à quoi que ce soit. Si vous êtes religieux ou non, etc. Ils s'en foutent. Et on peut argumenter que c'est une couche, un aspect de toi qui est imaginaire, qui n'a pas de substance. Mais par contre, en pratique, c'est important. Ça influence beaucoup. On va dire aussi qu'il y a certains aliments, boissons, substances qui sont considérés jamais en adéquation, jamais bien. Ou en général, c'est très vite néfaste, d'accord? Juste pour que vous êtes au courant, à l'époque que l'Ayurveda a été conçu et écrit, et les textes sur lesquels on considère un peu comme nos Bibles, ils ont dit qu'un petit peu d'alcool, c'était bien si tu bois ça avec des gens sympas, corrects, et tu n'en bois pas trop. Et ils te disent que voilà, si tu es légèrement inébrié, que tu bois de l'alcool avec tes potes, c'est bien, c'est plutôt bien. Non, mais c'est intéressant. Hein? Parce que après, aujourd'hui, si vous me demandez, par rapport les chercheurs et tout ça que je suive et les études qui sont faites, il n'y a presque aucune place. L'alcool, il est devenu, en gros, c'est considéré comme néfaste. Donc il n'y a aucune dose, voire après une très faible dose qui peuvent être utiles. Bon, après il y a du tabac, etc. Le café, on peut reparler du café? Ouais. C'est vrai? Bah, ce que je vais dire, c'est que le café, en excès, c'est une substance forte. Donc là, en fait, le café, il n'est pas toxique, il n'est pas considéré comme mauvais pour tout le monde. Mais c'est quand même une substance assez forte qui perturbe assez vite le sommeil et d'autres facteurs, la digestion, le tube digestif, les muqueuses. Donc il est une substance qui est abusée pour une partie de la population, mais il ne mérite pas d'être là si on est vraiment rigoureux dans l'argument. Et en fait, il faut savoir qu'en Ayurveda, dans la philosophie de l'Ayurveda, ils disent que rien n'est interdit, que tout a sa place, tout a une potentielle valeur et l'utilisation. Une question du Samyoga aussi, ça veut dire du bon moment, du bonne personne, le bon dosage. Et on dit que c'est le dosage qui fait le poison. All right? Là, par exemple, l'arsenic, des microdoses, il en faut. Donc, on va élaborer ça dans une minute. OK? Dès que tu dis, allez, ça suffit, on va à dodo, on va arrêter. Ici, c'est un nombre de points qui sont attachés à l'idée de la mise en pratique, la technique, les règles de la nutrition. Parce que la dernière partie, c'est blablabla, bla, 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 prise conformément aux règles. Alors, ne flippe pas. C'est pas une question de perte de liberté. Il y a des règles, c'est des règles biologiques. Donc, si vous êtes consciente, il n'y a personne qui impose ces règles. C'est des règles qu'on va découvrir en observant la nature. Et quand on a quelque chose qu'on veut optimiser, le projet c'est d'optimiser la santé, le bien-être. D'accord? Quand ça c'est la cible, on peut dire qu'il y a certains comportements et phénomènes et règles qui rentrent en jeu. Donc c'est ça qu'on a trouvé depuis des milliers d'années dans cette culture védique. Et la culture védique a une aile, s'appelle Ayurveda, c'est la science de la vie, la science de la longévité. Ayurveda. Ayur, ça veut dire vie, Veda, ça veut dire connaissance. Vous avez des Vedas, ce sont des textes spirituels, Rig Veda, par exemple. Et Ayurveda, c'était une sous-texte, une annexe qui traite la santé. Et Ayurveda, elle était conçue à une époque
pendant une époque où l'homme est déjà devenu plus loin de la nature. Il a commencé d'être plus domestiqué, civilisé, sophistiqué. Et notamment, il a commencé de vivre dans des grandes communautés, des petites villes. Il était déjà dans l'agriculture. Et donc, celui parmi eux qui s'intéresse à la santé ils ont vu que les choses se dégradent. Et ça ne suffit plus de juste, mais ça ne suffit plus des remèdes simples, comme respirer, comme faire des étirements, comme être en phase avec la nature. Parce que là, on commence à voir des maladies, par exemple, microbiennes. Et donc, il fallait développer des techniques contre ça. Et la prévention est devenue archi important pour eux. Et c'était une approche holistique, parce que si à l'époque, ce n'était pas holistique, tu meurs. Pour que tu survives, il faut attaquer le truc par toutes les directions. Aujourd'hui, les médicaments nous donnent une certaine capacité d'être cons ou ignorants. Parce qu'on peut lâcher plein de notions et intelligence et être plus en plus malade. Et après, des sortes de remèdes qui peuvent intervenir. On peut argumenter sur le fait que l'allopathie ne guérit pas ou que ça guérit, mais quelque part, je pense qu'il y a du sens dans ce que je dis. Donc l'homme est devenu de moins en moins connecté à sa nature parce qu'il avait moins besoin, parce qu'il a développé aussi une sorte de médicament, une approche à la médecine qui lui permettront d'être moins dans la prévention. Et donc les règles sont à l'issue un peu aussi de ce début de cet éloignement. Les règles, c'est pour nous ramener vers finalement ce que vous pouvez dériver directement par l'observation, par le fait d'être dans une sorte de yoga alimentaire. J'apprends à être sensible par rapport aux signes et les symptômes, les petites sensations, etc. Ah, j'ai assez mangé. Ah, ça m'embête de bouger, j'ai trop mangé. Donc on peut dériver beaucoup de ces règles par nous-mêmes. Donc on éduque les enfants de la moralité, mais à un moment donné, ils arriveront tout seuls à justifier ce qu'ils ont appris. C'est un peu pareil avec les règles. Donc ils disent que la nourriture en général et aussi le contexte de cette leçon, en haut à droite, il y a un petit bonhomme qui est malade et c'est no entry. Donc ça veut dire que ceci est une leçon qui s'applique aux gens en santé. Et après, par exemple, le fait que la nourriture doit être un plaisir, ce n'est pas nécessairement le cas quand tu es malade et on te prescrit un régime alimentaire curatif. Donc ça, ce n'est pas un régime, c'est comment vivre et comment manger. Donc en général, pour l'homme, nous préférons que les règles disent que la nourriture va être d'une quantité adaptée à nos besoins, cuit et chaud, davantage, pas uniquement, relativement onctueux, qu'il y a un sens dans l'art de combinaison, qu'on ne combine pas tout et n'importe quoi. Rappelons de ce que j'ai dit tout à l'heure, les mammifères ne combinent pas grand-chose. Les singes, peut-être 2 choses à la fois. Sinon, les autres, c'est une chose par repas. Je ne mange pas avant que le dernier repas est digéré. C'est-à-dire que le système digestif est conçu pour que je sois à jeûne tous les jours. Chaque fois que j'ai un repas principal, je dois être à jeûne avant. Mais surtout après le sommeil. Petit déjeuner. Donc, si je ne laisse pas un petit temps et espace pour akasha, espace, je suis dans un profil énergétique déséquilibré. Et ça, c'est aussi une métaphore, une
apostrophe. Vous êtes ici, dans un tom espace à Gare du Sel avec Evie, votre prof de yoga. Entre autres, l'objectif, c'est de créer de l'espace. Espace, ça veut dire séparation, expansion, ça veut dire silence, ça veut dire vous êtes à jeûne par rapport à votre vie quotidienne ici. Surtout si vous avez coupé le téléphone portable. Vous êtes à jeûne de ça, à jeûne. Alors, bien sûr, il y a des choses qui bougent, vent, il y a du feu, etc. Mais vous avez fait une grande coupure, séparation de votre vie quotidienne. Et ça fait quelque chose pour le bien-être. Il nous faut un peu cette austérité, cette manque, cette réduction, cette vide, pour qu'on puisse à nouveau recevoir et apprendre et apprécier et se nourrir. Donc pour être dans l'ouverture et la sensibilité, pour être dans un état de vigilance, de sensibilité, d'enthousiasme, de curiosité, de faim, de soif, il faut être à jeûne. Et si vous êtes en train de digérer le roast beef de tout à l'heure, t'es en tamas. Et ça, tu mets de nourriture dedans, ça va contre la sens. Vous allez manger dans un contexte, un environnement qui a du sens, qui est adapté, c'est-à-dire un environnement plutôt propice à cet état d'ouverture, de prise de conscience et conscience de soi et de sa faim, de sa soif, de son appétit. J'ai besoin de quoi? Tu goûtes un peu mon repas. Ah, c'est vrai que il me faut un peu de sel en plus. Ou ça fait du bien cette acidité, acidulent. Je vais prendre un peu plus. Ou, c'est un peu trop piquant pour mes besoins. Et puis, cette approche est soutenue par un environnement propice à cet acte, d'être attentionné sur l'acte de manger et de cultiver un peu l'aspect sacré. C'est une approche yogique à l'acte de manger. L'acte de manger, c'est une opportunité de méditer. Vous avez appris peut-être le terme pratyahara dans vos études de yoga, ici ou ailleurs. Pratyahara, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Pratyahara. Ahara se nourrit, est stimulé par les 5 sens. Et pratya, ça veut dire retirer. Donc, avant qu'on peut, mettons, méditer, il faut d'abord s'habituer d'être moins stimulé. Si vous voulez, mettons, tourner l'attention envers soi à l'intérieur, de partir dans ce qu'on appelle l'interoception et de voir et comprendre, de témoigner, je suis quoi et comment inside, il faut que je suis déshabitué d'être stimulé par tout ce qui est outside, en dehors de moi. Ça, c'est une manœuvre. C'est aussi un acte de jeûne. Je retire mes sens de leurs objets. Par exemple, faisant le yoga nidra, tu fermes tes yeux. Et tu n'es pas trop dans le goût et l'odorant et de nature, et tu rentres plutôt dans le toucher. Et tu touches différents aspects de votre corps en amenant la conscience envers cet endroit. Donc, avoir un environnement propice à ça, c'est un environnement qui ne te sollicite pas trop, qui te laisse tranquille, mais aussi qui est harmonieuse, doux, que le vibe, c'est une vibe d'amour, de confort. Surtout, c'est le mot-clé, confort. Donc, je peux être confortable, assise et être
dans un état de vulnérabilité car je suis ouverte. Et je reçois. Et si je suis dans une énergie de système autonome sympathique, dans le stress, dans le fight et flight, et puis peut-être que je suis trop dans les pensées et les concepts et les débats, les discussions, et le repas principal, c'est un truc de faire le point ensemble et de parler de nos agendas, et comme c'était chiant au travail, et quand le gouvernement, c'est juste une collection de singes, et puis il faut donner des bananes, sinon... Et ça, c'est pas le bon environnement. Nous essayons d'avoir le bon environnement au niveau de votre entourage, au niveau de votre salle à manger, mais surtout aussi votre approche, votre attitude. Et si vous êtes un peu pratiqué dans le yoga, vous pouvez créer un peu aussi de cette atmosphère en soi, même si le monde bouge un peu autour. Mais ça développe quand même besoin un peu de pratique, de développement. Vous allez manger donc assise pour ne pas faire fausse route, mais aussi pour être dans cette sensibilité. Et la digestion veut que pour recevoir la nourriture, vous êtes assise. Une fois que vous avez mangé, vous pouvez bouger un petit peu et ça peut soulager. On va potentiellement s'intéresser à l'ordre dans lequel on mange les aliments. Et surtout, un aliment, il est connu grossièrement par son goût, sa goût. Donc on a 6 goûts, soit disons 6 saveurs. Les 6 goûts: doux, acide, salé, piquant, amer, astringent. Et rien que ce sujet des 6 saveurs, c'est super intéressant. On peut partir toute une après-midi dedans facilement. Mais bref, on est né et on commence uniquement avec le goût qu'on appelle doux. En sanskrit, il y a un nom pour ce goût, madhura, rasa. Et c'est ce qui donne de la satisfaction dans la bouche et dans le corps. C'est ce qui est doux, fade, voire sucré. Ce qui est pâteux, collant, et aimé par les bestioles. C'est la définition en Ayurveda. Donc on peut extrapoler et dire que ça représente des sucres, des amidons, les lipides, les protéines. Et c'est la base des macronutriments. Yeah. C'est-à-dire, les protéines ont ils répondent à ce catégorie. Il n'y a pas de toute façon une nourriture qui contienne pas mal de protéines. Il reste dans le profil de goût assez fade. Think of viande, de la chair, poisson, poulet, bœuf, etc. Il n'est pas acide, salé, piquant, amer, astringent. Ça nourrit, c'est pâteux. Et les bestioles, les fourmis, ils adorent. Kitching, doux, madhura. C'est un saveur essentiel et on commence la vie avec celui-là. Et on va aborder un par l'un en général une appréciation pour ces autres goûts. Ils ont tous un effet et une action. Et on va élaborer ça si on a le temps aussi. Donc, on respecte la notion de l'ordre de la processus de digestion et les saveurs sont associées à ça. Et donc, on peut soutenir la digestion et l'assimilation optimale en mangeant des nourritures dans un certain ordre. Il y a le fait aussi, l'acte de manger, de bien mâcher la nourriture. Le fait de mastiquer la nourriture davantage est considéré une bonne idée en Ayurveda. La digestion propre commence dans la bouche. Il y a la salive, les enzymes, etc. Ils disent de mâcher au moins 30 fois, une fois pour chaque dent. Et si tu perds un dent, tu augmentes le nombre de mastications. Et ouais. Mais quelque part, il y a du sens que si vous avez plus de dents, vous ne pouvez pas manger des solides. Et là, vous allez déjà perdre énormément de nutrition. Parce que la nutrition, c'est aussi une rencontre à travers l'action et l'activité de manger avec les états de matière. Et si vous allez manger, mettons que vous mangez des nourritures uniquement moues,
avec aucune résistance, aucun côté dur, vous êtes en train d'enlever le terre de votre alimentation. Donc concrètement, il y a des protéines qui font la structure, qui sont lourdes à digérer, qui sont en lien avec cette idée de terre. La dernière idée ici, c'est l'histoire du temps, la dimension du temps. Donc, je mange combien de fois par jour, je mange à quelle heure. Donc, il y a tout ça, et à la fin, ils disent pas dans ce texte, mais il y a une prochaine partie du texte, et ils disent en gros que on peut observer les signes d'une nutrition optimale. Et ça fait partie de la science. C'est-à-dire, on a toutes nos notions par rapport à qu'est-ce que c'est adéquat et qu'est-ce que c'est une bonne règle alimentaire. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce qui est à la fin. J'ai une alimentation optimale. J'ai envie de manger, donc j'ai de l'appétit. Et j'ai une sorte d'expérience physiologique qu'on appelle « j'ai faim ». Par contre, « j'ai faim », ça dépend de l'un à l'autre. Il y a des gens qui n'ont jamais une grosse sensation. Après, d'autres gens, c'est plutôt quelque chose d'affectif, émotionnel. D'autres gens, c'est qui tombent dans des pommes. Donc, j'ai faim, ça parle différemment selon quoi les trois doshas. Vous êtes quelqu'un de froid, sec, léger, vous n'avez pas beaucoup de feu. Votre faim n'est pas un truc dans le ventre qui brûle. C'est plutôt de la légèreté, une perte d'énergie et d'enthousiasme. Le début d'une perte de l'énergie et de l'enthousiasme. Vous avez du feu, pitta. Votre faim, il parle fort. Vous pouvez dire, c'est l'heure, hein, c'est l'heure, hein. Hungry. Et vous avez kapha, hauteur, c'est doux, c'est gentil, c'est lent, c'est émoussé, c'est recouvrir par une couche de mucus et de l'eau. Et vous êtes super économe et long et sûr et fiable et fort. Mais il n'y a pas beaucoup de feu non plus. C'est très doux et lent, très discret, comme vous. Très discret en général. Donc vous avez kapha qui domine. Vous n'avez pas beaucoup de sensations de faim. Peut-être un peu de salivation, salive. Et émotionnalité, c'est envie de manger quelque chose, ça fait du bien, c'est confortable. Réconfortant. Vous allez observer que vous avez de l'énergie en adéquation par rapport au type de corps que vous avez reçu. Donc, votre profil d'énergie, ça varie, un peu comme le vent, le feu ou l'eau. Okay? Un profil d'énergie, ça varie selon la constitution, selon l'âge, etc. Mais en moyenne, on peut dire que j'ai de l'énergie. Si j'ai de l'énergie, c'est un bon signe et c'est un signe que je suis bien nourri. Surtout pendant le processus digestif, si vous avez des fatigues, des bâillements, une lourdeur, une somnolence, c'est un signe que la digestion n'est pas équilibrée. Donc vous avez cette énergie, ce qui représente aussi une certaine idée comme de l'enthousiasme d'envie. En fait, grâce à la nutrition optimale, il y a un surplus d'énergie. Et il y a assez d'énergie pour vivre raisonnablement dans ce qu'on appelle le abramacharya, le fait d'être créatif et voilà, actif. Si tu fais trop, tu as un déficit d'énergie et ton corps va te signaler, il va te donner dans la conscience la sensation qu'on appelle « je suis fatigué » pour que tu équilibres la situation. Et ça veut dire que tu fais moins, tu dors plus et tu corriges la nourriture. Tu ne peux pas juste continuer de manger plus en plus, ça ne marche pas. Il y a une quantité, une fréquence, un nombre de repas. Une femme peut assimiler un certain nombre de calories par jour. Au-delà de ça, c'est suboptimal. Et ça va créer des déséquilibres. Et enlever l'énergie. Oui, ça a l'effet inverse. Ouais, tout à fait. Les signes corrects, les bons signes de nutrition optimale, il n'y a pas de l'indigestion. La digestion, c'est un truc que je ne comprends pas.
parce que ça fonctionne très bien. Je ne connais pas le gaz, le ballonnement, les douleurs, les acidités, etc., les crampes. Ça, c'est une bonne digestion. Donc, il n'y a pas de signe de l'indigestion. J'ai une composition, une masse correcte. Composition musculaire, graisseuse, etc. Mes tissus sont correctement développés, ni trop peu. Ça, c'est une information qu'on a en Ayurveda. C'est relativement rustique et simple, mais on a des critères qui expliquent comment la peau, le sang, etc., les muscles, la graisse, jusque le tissu reproducteur, tout a un peu un profil d'optimal. Et puis surtout, vous êtes heureux. C'est-à-dire que vous êtes nourri. Vous êtes nourri, donc vous êtes épanoui. Vous êtes rempli, vous êtes nourri, vous êtes heureuse. Donc c'est la tour d'une introduction d'une leçon. En Ayurveda, c'est un sujet, l'alimentation, il est complet. C'est une approche complète. J'ai pas élaboré chaque aspect, d'accord? Ça c'est sûr que c'est plus long après. Je ne veux pas vous garder pendant des heures et des heures. Donc au sein de ce schéma, c'est ce qui intéresse en général les gens le plus. Et j'ai peu parlé. Pourquoi? C'est quoi ce qui est au sein? En fait, c'est en dehors de toutes ces règles et en dehors de la question de qu'est-ce que je mange par rapport à la génétique, la saison et tout le reste, il y a les catégories de nourriture. En fait, si vous voulez avoir des bienfaits de l'Ayurveda, ne va pas trop vite vers l'obsession de est-ce que les carottes sont bonnes pour moi ou non? Est-ce que je dois manger produits laitiers ou non? Mais une fois que vous avez un peu étudié votre patrimoine génétique, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un dont vos ancêtres viennent du Japon, il y a moins de chances que vous digérez bien le vin et les fromages, les produits laitiers. Si vous venez de l'Inde, vous allez peut-être mieux digérer les légumineuses ou certaines légumineuses, mais peut-être pas non plus très bien les fromages, les divers fromages. Donc les doshas, c'est lié à une sorte d'ancestre profond, mais il faut chercher en dehors de votre profil doshique aussi de connaître un peu votre propre héritage, vos familles. Donc comprendre d'où vous venez et d'abord commencer par ce tri. Tu peux dire que chaque cercle, c'est un peu une sorte de tri, un filtre. Les saisons, c'est surtout intéressant pour les produits frais. De manger des produits frais qui viennent de loin, ça a moins de sens. La rationnelle et diverses rationnelles. Mais rien que le fait que si tu manges un produit frais qui vient de très loin, elle était en fait trafiquée pour venir ici sans être abîmée. Se dégrade, donc il faut le suspendre avec une forme de traitement chimique ou congélation ou quelque chose, ce qui dénature la nourriture, ce qui le rend potentiellement moins adapté, surtout avec l'ajout des chimies. Mais même la congélation, ça change la forme, structure de certains ingrédients, comme certaines fibres par exemple. Kélicène, ce n'est pas un sujet que je dois passer une minute plus parce que vous êtes probablement tous plutôt, j'imagine, partantes sur l'idée que si possible, je mange des nourritures non polluées, donc bio plutôt, ou moins polluées. Et puis aussi propres, etc. Si tu ne laves pas tes légumes bio, tu peux choper des bactéries, etc., qui ne sont pas gentilles. Donc, il faut que ce soit de bonne qualité. Régionaux, ce n'est pas seulement une question de frais, mais c'est une fait que la nourriture vienne de là où tu vis. Donc, si tu vis ici depuis plusieurs générations, vous avez adapté à cette nourriture qui pousse d'ici. Donc, il y a un potentiel lien entre votre patrimoine génétique et l'endroit d'où viennent ces nourritures. Thermiquement, on estimeront que c'est mieux de manger en général la nourriture chaude plutôt que froide en général. Ceci dit, il y a plein d'exceptions.
notamment les types feu, Peter, peuvent manger un peu moins chaude et ils peuvent aussi manger plus souvent cru. Donc cru, ça rentre un peu dedans, c'est l'état de la nourriture. Mais là aussi, on dit qu'en général, il faut que la nourriture est cuite. Une question de cru cuit, ça vient souvent dans des questions. Donc si vous avez des questions, je réponds avec plaisir dans quelques minutes. Par rapport à l'âge, on a des besoins différents. Hein? Et c'est vrai que je ne suis pas expert de la expert des enfants. Le nom c'est le pédiatrie, ni le gériatrie. Mais j'ai des grandes lignes et des notions. Et donc, c'est vrai qu'on adapte la nourriture par rapport à l'âge. Et puis, effectivement, si par exemple vous voulez être réussite comme méditateur, il ne faut pas que la nourriture c'est trop stimulant ou que ça ne crée pas trop d'agitation au niveau psychique. À ce moment-là, on sait en Ayurveda que différentes nourritures ont un potentiel de créer un peu d'agitation au niveau mental, voire un peu d'envie. Envie, désir, et désir pour activité et choses. Et quand tu es yogi et tu veux faire vraiment une étude sur soi, peut-être à un moment donné, tu vas passer des heures ou des journées sans faire grand-chose, sauf observer soi à l'intérieur. Dans ce cas-là, tu es censé de trier la nourriture. Par rapport à ça, par exemple, l'ail, l'oignon, le poireau, les épices fortes, et la viande, et l'alcool, et le café, c'est des substances, des stimulants en général, c'est des substances qui agitent le mental. Le poireau. Ouais. Ça agite le mental. Ouais. Alors, il ne faut pas prendre une soupe de poireau au soir. Ça dépend de ton projet. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Si je veux dormir après. C'est pas forcément que c'est une... c'est pas que ça stimule de ce sens-là, tu vois. C'est pas un stimulant fort, un excitant. Le café, oui, c'est connu. Par contre, c'est plutôt le fait que ça alimente une certaine agitation au niveau du mental. Like, ça produit un peu... Tu vois, des saveurs. Intuitivement, intuitivement, lesquelles saveurs vous associent avec le désir et l'envie. Le piquant. Piquant? Piquant, acide, salé. Le salé, le doux. Ouais. Non, pas la mer. Les 4 premiers. Pas les 4 premiers, c'est les saveurs chaudes, surtout salées. Piquant, c'est chaud. Piquant et chaud, ça brûle, ça met la feu. On peut faire un petit point sur les saveurs. Les saveurs, c'est ce qui dirige un peu dans les catégories alimentaires et l'adaptabilité ou l'adéquation de chaque catégorie alimentaire par rapport aux doshas, ce qui peut être une signe, une façon de calculer sur mon assiette ou mon repas, mon menu, comment manger selon mon constitution, selon mon dosha. Équilibré dans ces cas-là? Oui, pour nourrir correctement. Si vous avez le vata qui domine, vous êtes sec, léger et froide. Donc il faut compenser. Donc il faut une alimentation un peu onctueuse, lourde et chaude. Et donc ici, avec les 6 saveurs, les 6 goûts plus précisément, c'est comment je détermine la nature d'un aliment que je ne connais pas. Comment je détermine la nature d'un aliment que je ne connais pas. Quand un aliment il est doux, il est considéré comme très nourrissant, lourd, composé de haute terre. Il est donc vert, ça veut dire nourrissant sur mon lexique, donc il est très nourrissant et il est frais.
acides et salés, ils sont nourrissants, un peu moins que doux, mais nourrissants. Par contre, ils sont chauds tièdes. C'est un aliment qui a le goût acide, il a un effet thermique un peu chauffant. Il stimule un peu les digestions. Vous avez peut-être appris ou vous êtes en connaissance du fait que tu peux faire cuire du poisson dans du vinaigre ou du jus de citron. Pourquoi? Ou du sel. Ou du sel. Parce qu'il y a du feu dedans. Donc, ils sont composés de feu terre et feu eau selon l'Ayurveda. Et donc là, on a nourrissant, frais, chaud, chaud. Et c'est pour ça que sur le schéma de Vata, en fait, Vata, il est froid, léger, sec, le vent. Et il a besoin de ces trois saveurs davantage par rapport aux autres saveurs un peu moins. Les autres saveurs sont des saveurs réduisants. On a trois saveurs nourrissants qui contribuent à l'anabolisme, qui augmentent kapha et qui diminuent vata. Vata, c'est léger, le vent. Kapha, c'est hauteur. Trois saveurs nourrissantes et chaudes. Ça convient à vata, moins de V, moins de V, moins de V, ça veut dire ça diminue vata, ça veut dire c'est bon. C'est un peu technique maintenant, je sais que... OK. Et à droite maintenant, on a des trois saveurs moins bons, des saveurs qui sont en fait capables de stimuler un processus de réduction, de purification. Ça met le feu piquant et le vent amer. Le vent et l'espace, c'est amer. Le feu, c'est le piquant, c'est feu-vent. Et l'amertume, c'est air-espace, ou vent-espace. Et l'astringence, c'est particulier. Il est vent-terre. Donc, on a trois saveurs qui sont gustativement moins bons. Tu les apprécies et tu les intègres plus tard dans la vie. Les bébés, ils rejettent tout de suite. Tout ça, ils rejettent tout de suite. Et donc, piquant, c'est les alcaloïdes qui brûlent les muqueuses et qui stimulent différents processus enzymatiques réduisants. Ça met le feu et ça réduit les tissus. Ça diminue donc hauteur kapha. Et ça augmente vata et pitta par le fait qu'ils sont très chauds mais aussi très légers. Amertume, une saveur qui est presque un signal d'une potentielle poison. C'est un goût qui renseigne l'organisme. J'ai peut-être avalé quelque chose de poison. Ouais. Des amertumes comestibles, par exemple les endives que vous avez mangées hier, comme le café, comme le pissenlit, ce sont des aliments qui sont, malgré cette amertume, c'est comestible. Mais si tu en manges trop, tu vas purger davantage. Vous avez compris qu'il y a des laxatifs amers. Donc en fait, quand le corps reçoit une saveur, ça déclenche un processus biologique, physiologique, métabolique. La réaction vis-à-vis d'où c'est ah, ouais, dodo, petit dodo, je fais un petit dodo. Acide, c'est oh. Oh. Les liquides commencent à sortir. Le salé, c'est bien dosé, c'est un peu plus. Oh, j'ai assez mangé, c'est un peu fade. Maintenant, version B,
je continue à manger parce que c'est trop bon encore, salé, envie, désir. On dit en anglais, les marins qui rentrent de l'océan, on les nomme les vieux marins, les mecs, les vieux hommes, les marins, on les nomme Old Salty, le vieux salé. Et puis qu'est-ce qu'il veut faire quand il rentre en port? Probablement, la première chose, c'est quoi? Chercher de la douceur. Ouais, mais il cherche lequel? Lequel? Le sexe. Moi, je dirais plutôt une bière Une bière, après le sexe, probablement. c'est les deux en même temps. Et quelque part, ouais. Tant qu'à faire. Donc, le salé. Le piquant, c'est intense. Ça brûle. Ça ouvre les sens, ça fait sortir un peu des liquides aussi, des salives. Ça brûle et là, ça stimule, ça réveille. Et ça chauffe. L'amertume, c'est... Oh! C'est vent et espace. C'est super intéressant quand tu apprends les leçons. Je vais partager via Evie accès à certaines ressources que j'ai mises à disposition de tout le monde qui s'intéresse à l'Ayurveda. C'est la partie ouverte de mon école. Donc, vous pouvez lire sur tout ça après. Mais amertume, il est composé de l'espace et vent. Alors, le vent, c'est un mouvement unidirectionnel. Par exemple, contraction, décontraction, contraction, décontraction. Espace, c'est séparation. Créer de séparation. Et donc, quand ton corps reçoit une substance qui a une amertume dedans, il rejette. C'est son réponse de base. Plus que c'est amer, il rejette. Tu craches, tu éternues. Si par exemple tu inspires des poudres amertume dans tes narines, tes muqueuses vont faire ça. C'est une remarque, mais les scientifiques ont trouvé que chez l'homme, il y a à peu près 26 gènes uniquement dédiés à la production de plusieurs types de récepteurs des amertumes. Il n'y a qu'une ou deux gènes pour les autres récepteurs de goût. Comment une plante se déplace pour se défendre? Hein? La pollinisation. Pour se défendre, pas pour se reproduire. Comment une plante se déplace pour se défendre vis-à-vis les mammifères? Elle dégage des. Ah oui. Des Des odeurs, non? Des piquants. Piquant, c'est une possibilité, mais l'amertume, c'est la clé. Alors, c'est une question de piège. Une plante ne peut pas se déplacer. Alors, il a une petite partie qui peut se déplacer grâce au vent, pour la reproduction. Mais la plante se défend avec différents outils, mais l'outil de base, c'est l'amertume. Donc, c'est pas que la plante s'éloigne du proie, c'est qu'il fait que le proie s'éloigne. Et quand la proie, quand le mammifère ou l'insecte mange de l'amertume, ça crois ça. Et si vous étiez né avec une constitution kapha, Dieu a dit, écoute, il faut qu'il y ait des gens qui traînent derrière. Il faut qu'il y ait des gens qui suivent, qui traînent, qui vont lentement, doucement. Il faut qu'il y ait des gens qui emmagasinent de l'énergie et qui le transforment en masse. Parce que le jour qu'il n'y a pas assez de nourriture,
c'est eux qui vont continuer l'espèce. Et les maigres vont se maigrir, ils vont mourir au début. Ils n'ont pas de réserve. C'est pour ça que les Ayurveda, les Vata sont connus comme les voleurs. C'est le voleur. Il est nommé le voleur. Le crayon, le vol de crayon. Parce qu'il ne garde rien. Donc il va partout, il vole un peu pour réussir. Le kapha, c'est le complet opposé, c'est le total opposé. Il emmagasine, tu vois, dans son cave, dans ses rangements, il a des piliers de vieux boîtes de margarine. Même si on ne mange plus de margarine, on ne sait jamais, peut-être dans 10 ans, c'est utile, ces boîtes de margarine vides, propres, rangées et classifiées. Kapha, il est économe, mais lent. Et donc, Dieu, il a dit, il faut que je lui donne moins de mouvement, moins de vent et plus de l'auteur. Et en plus, il a dit, mais c'est pas mal. Au lieu de lui donner du mouvement et du feu dans son tube digestif, je fais pour qu'il se procure davantage. Et il lui faut cette injection de vent et feu et espace parce qu'il est fait pour. Tu vois, il est fait pour. La nature gaspille rien. On ne vit pas à part de la monde et de l'environnement. Donc notre bouffe, notre nourriture fait partie de notre physiologie. Et donc le kapha, il a besoin de consommer davantage un peu de nourriture irritante. Ça brûle, ça stimule, ça lui anime, Et les intestins dégagent un peu plus de motilité grâce à ça. Et si tu manges que lourd, long, frais, doux, donc tu manges que doux, et tu es kapha, ton kapha accumule. Il n'est pas équilibré. Il faut que tu manges surtout du piquant, amer, astringent. Astringent, c'est quoi? Astringent, c'est un vécu dans la bouche, d'abord. Okay? Le vécu dans la bouche de l'astringent, c'est âpre. Ça absorbe la salive. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les substances qui contiennent des tannins, les tannins, c'est un groupe de molécules qui il enlève ou il modifie une forme de protéine dans la salive qui fait que la salive ne glisse plus. Et donc, c'est comme si ça absorbe l'eau et le liquide. Astringent, argile. Café, artichaut, les choux, les légumineuses, légèrement astringents, banane non mûre, kaki, une châtaigne. On lève l'enveloppe, le premier coq, il y a une sorte de truc poileux. Et là, alors, c'est quoi l'effet de l'astringent? Ça rend sèche la bouche et tu ne peux pas avaler. Ouais. Si il est de façon grossière, puissante, astringent, flagrant, tu as du mal à avaler parce que pour avaler, il faut de la salive. Donc ça frotte, ça coince. Donc il est composé du vent, mouvement, et de terre dans le côté ayurvédique énergétique. Donc ça fait une sorte de contraction et ça maintient, ça sert. Un petit peu d'astringent est important parce que cette action, ça aide à tonifier les tissus conjonctifs, les intestins, le col de l'utérus, le bassin, tous les tissus conjonctifs, la tonicité des muscles, cette petite astringent.
Et c'est une saveur anti-vieillissement. Donc l'homme a besoin de tous ces saveurs car il a un goût pour ces saveurs. Savez-vous que les dauphins n'ont pas de goût pour le sel? Sinon, ils boiraient l'eau de la mer. Parce qu'ils ne goûtent pas. Il n'y a aucune expérience dans leur conscience, selon notre estimation. Savez-vous que les chats n'ont aucun vécu de sucré?